Hello à tous, ici Gabriel Zanto et bienvenue dans un nouvel épisode de La French Touch. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, j'interviewe des personnalités du monde du produit et du design français. En effet, aujourd'hui, lorsqu'on parle de produit ou design, les références restent inlassablement les mêmes. Apple, Google, Intercom, Airbnb, Amazon, Spotify. Mais l'écosystème français est aujourd'hui suffisamment riche et diversifié pour que nous puissions nous aussi nous exprimer sur ces sujets en toute fierté. Mieux encore, certains de nos compatriotes ont des postes extrêmement intéressants et importants au sein justement de ces grandes entreprises. Alors pendant plus d'une heure, j'essaye de mieux comprendre leur parcours, leurs envies et leurs défis au quotidien. On parle également de problématiques très concrètes qu'ils rencontrent dans leurs entreprises. Ça peut être sur le branding, sur l'organisation des équipes ou tout autre sujet de leur quotidien. Mon objectif, c'est que vous découvriez une nouvelle personnalité, son parcours, ses conseils, et que vous puissiez vous les approprier pour vos propres projets, vos équipes ou tout simplement dans votre vie. Belle écoute à vous sur la French Touch. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci beaucoup de venir sur la French Touch podcast. Alors j'ai la chance car tu vis et tu travailles habituellement au Danemark. C'est ça. Ouais, donc t'es de passage sur Paris. J'en profite d'ailleurs pour remercier Martin Daniel qui m'avait parlé de toi pour la première fois sur le podcast. C'était en juillet de cette année. Donc il était dithyrambique sur toi, sur Tomorrow et sur Electricity Map, qui est donc un projet phare de Tomorrow. Tu es data scientist et expert en machine learning. Pour résumer un peu ton parcours, donc tu as travaillé 2 ans et demi au labo de recherche d'IBM, essentiellement à Copenhague et 6 mois à Zurich. Travaillé notamment sur un système pour faciliter l'intégration de sources d'énergie fluctuantes, donc c'est-à-dire éoliennes et solaires, à grande échelle. Ouais. Un gros sujet évidemment. Ouais. Tu es passé aussi par Google pendant 8 mois. Et c'est rigolo parce que quand on voit ton parcours, c'est un peu l'espèce de truc qui est hors de la trajectoire classique. En tout cas, bon, tu es resté 8 mois à Dublin en tant que Product Quality Analyst. C'était pour gérer l'anti-spam sur Google Maps. En janvier 2014, tu rejoins Snips en tant que VP Engineering et directeur Data Science. Ouais, c'est ça à peu près, ouais. Pour monter, scaler l'équipe jusqu'à environ 30 Exactement, ouais, c'est ça. Ok. Depuis septembre 2016, donc tu es cofondateur et le CEO de Tomorrow. Donc Tomorrow, c'est quoi? Ça, elle fait partie des énergies tech. Elle a été élue cette année en Startup de l'année par la Chambre de commerce franco-danoise. C'est une société que tu as cofondée avec Bruno Lajoie, qui a vu le jour. En fait, l'objectif, c'est vraiment de trouver des solutions au changement climatique avec un spectre, enfin une perspective qui est très individuelle. Qu'est-ce que nous, en tant qu'individu, on peut faire? Donc la question de fond à laquelle répond Tomorrow, c'est qu'est-ce que moi je peux faire en tant qu'individu pour avoir un impact positif sur le changement climatique? Et donc voilà, j'invite absolument, il y a un médium qui est hyper intéressant, des articles très didactiques. T'es très dans l'éducation, qui est je pense un des 2 piliers clés si je reprends un peu les interviews que tu donnes de ce que tu veux faire avec Tomorrow. Et surtout, j'invite donc à lire aussi sur le site web de Tomorrow A Pragmatic Guide to Climate Change, qui en fait décompose vraiment donc qu'est-ce que c'est que le changement climatique, quelles sont les origines, comment on le mesure très concrètement, donc vraiment à tous les niveaux, au niveau géographique, quel est l'impact économique aussi, et on n'est pas que sur le constat aussi, donc c'est ça qui est hyper intéressant et positif. Il y a quelles sont les actions qu'on peut entreprendre au niveau individuel pour à minima être plus conscient de son impact et des choix qu'on fait. Et je pense que c'est vraiment toute la... Dis-moi si je me trompe, mais non, c'est exactement ça. Toute la perspective de... D'accord, merci. Moi, j'ai mes fiches, je vous le problème du changement climatique, il est fondamental. Donc, 80% de toute l'énergie que nous consommons vient de carburants fossiles, qui sont en fait qui sont émetteurs de gaz à effet de serre et qui réchauffent la planète. Alors, on a cette espèce de propension à passer à tout électrique, sauf qu'aujourd'hui, les 2/3 de l'électricité, en fait, est générée à partir de gaz et du charbon. Et donc, je repars sur Tomorrow. Il y a 2 pendants. Le premier, c'est l'éducation des utilisateurs, des consommateurs. Donc, prendre conscience de quel est mon impact et qu'est-ce que je peux faire pour agir. Et le deuxième, qui est en fait plus démonstratif et donner accès à l'information qui permet de faire des choix plus intelligents, via Electricity Map, qui est un peu, je pense, la tête de proue de Tomorrow et qui est largement utilisé dans tous les débats un minimum sérieux sur le réchauffement climatique, l'impact au niveau national et international. On parle d'Electricity Map. Donc qu'est-ce que c'est en fait? C'est vraiment une cartographie
Je te laisse me dire, parce que j'arrête de Qu'est-ce parler. que c'est qu'Electricity Map? Ouais. Alors c'est une cartographie, c'est vrai, c'est une carte map qui montre en temps réel d'où provient l'électricité que nous consommons en tant que citoyens. Donc la manière dont je l'illustre, c'est de dire si jamais je branchais à un moment ma voiture électrique dans une prise à la maison, je suis responsable de combien d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc pour calculer ça, il faut savoir comment l'électricité est produite localement, mais aussi savoir combien est-ce qu'on va importer du voisin. C'est ça. Et du coup, si on importe du voisin, il faut comprendre comment le voisin produit son électricité, mais aussi comment le voisin importe son électricité. Et donc, il faut commencer à remonter comme ça toute la chaîne de création d'électricité. Et des fois, même, on a des cycles dans cette chaîne, et donc ça se résout algorithmiquement. Mais disons, ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer de dire, écoutez, d'où vient votre électricité? Combien de gaz à effet de serre sont émis? Et donc on prend en compte tous les gaz à effet de serre et on prend en compte le cycle de vie des systèmes. Donc par exemple, l'éolien ne va pas être à zéro parce qu'il faut bien des bateaux pour aller installer de l'éolien offshore. Ils font du béton pour les construire, etc., etc. Donc voilà, ça c'est Electricity Map. C'est une carte qui attire à peu près 4000 visiteurs uniques par jour sur le site web. C'est aussi une appli que vous pouvez télécharger sur l'App Store. Android, non? Android et iOS, les deux. Obligé. D'accord. Et c'est un projet communautaire, donc c'est quelque chose qu'on a commencé en open source. On a commencé à fermer quelques parties qui étaient stratégiques pour nous par la suite, mais le projet est majoritairement communautaire et donc ça fonctionne de la façon suivante. Si vous venez sur la carte et que vous voyez des zones grises parce qu'on n'a pas la donnée, et que vous savez où est-ce qu'il y a de la donnée, et vous pouvez écrire un petit script Python qui va renvoyer la data dans un format que nous avons défini et standardisé. Vous faites une pull request sur GitHub, on intègre la data et hop, il y a une couleur qui commence à apparaître sur la carte. Et donc vu qu'on est en audio et qu'on va pas avoir la vidéo, la couleur de la carte, donc ce qu'on fait, c'est que tous les pays qui ont une électricité qui est fortement décarbonée, on les montre en vert. Ceux qui en ont une moyenne, ça va être de l'orange, et ceux qui sont très sales, en général, c'est majoritairement du charbon. Typiquement Allemagne, Pologne en Europe. Bizarrement, là où il y a eu les 2 dernières COP d'ailleurs d'organiser, voilà, ça va être marron, quoi. Ok, d'accord. Et il y a aussi cette anecdote qui revient régulièrement d'utilisateurs qui se demandent comment ça se fait que mon pays soit pas représenté, donc une espèce de pression indirecte puisqu'il y a pas de pression, que ce soit financière ou quoi que ce soit, sur les États pour partager leurs données. Voilà. Et tu prenais l'exemple, je crois, de la Hollande. Oui. Ça reste encore bloqué. Il y a encore cette espèce de... Alors la Hollande est un exemple intéressant. Il faut savoir qu'au niveau européen, on a une directive européenne qui force normalement les pays à ouvrir en open data leurs données. Alors sauf qu'ils sont un peu lents, ça les arrange pas, etc. Pourquoi ça les arrange pas? Je pense qu'il y a des pays, ça leur arrange pas de montrer qu'ils sont pas super verts, quoi. Et typiquement, c'est un peu l'exemple de la Hollande. Alors, c'est un peu compliqué, mais il faut savoir qu'il y a 2 manières de compter le carbone, de compter l'origine de l'électricité. Ce qu'on appelle ce que nous on appelle la comptabilité physique. C'est un peu ce que je viens d'expliquer. Et donc, c'est suivre les électrons, entre guillemets, si je peux me permettre de prendre 2-3 raccourcis. Donc c'est un petit peu comme si jamais vous prenez de l'eau et que vous mettez du sel dedans, il y a un changement de concentration, et si vous prenez un petit peu d'eau au hasard, ça va être de l'eau salée, et donc on va dire voilà, il y a un peu d'eau il y a un peu d'électricité avec du pétrole dedans parce qu'on l'a produite au pétrole, ou du charbon dedans pour être plus précis, quoi. Donc ça c'est un petit peu la comptabilité physique qui s'amène, qui est une analogie très forte avec la concentration des liquides et ces transferts-là. Et ensuite, il y a une autre manière de comptabiliser qui est la comptabilité contractuelle. Et la comptabilité contractuelle, c'est quelque chose qui va suivre les marchés. Donc ça veut dire que, par exemple, une société en France va pouvoir vous dire, je vais vous fournir de l'électricité qui est 100% verte. Ce qui se passe, c'est qu'elle n'est pas 100% verte physiquement, parce que garantie d'origine. Exactement, le problème des garanties d'origine. Donc l'électricité verte, par exemple, ne contient pas le nucléaire, qui est pas considéré comme vert, même s'il est considéré bas carbone. Et vous met au défi en France d'avoir 100% d'électricité verte tout le temps, alors qu'on est à 80% de nucléaire. Ou au Danemark, d'avoir 100% de vent, alors quand le vent ne souffle pas, par exemple. Et donc à ce niveau-là, on a cette double comptabilité qui est un petit peu complexe et qu'il faut gérer. C'est pour ça qu'on a construit Electricity Map, c'est vraiment pour pouvoir dire voilà, c'est la comptabilité qui compte, parce qu'à un moment donné, je pense que les gens vont se poser des questions quand ils vont dire mais comment je peux être vert quand le vent ne souffle pas, par exemple. Exactement. Ok, d'accord. Comment, pour repartir sur un truc un peu plus simple pour les auditeurs, les mettre dans l'ambiance, même si on était parti au taquet. T'as quasiment la double nationalité franco-danoise, ou en tout cas t'es en passe de l'avoir. Tu travailles à Copenhague. Quelle différence tu fais entre les Français et les Danois
eu égard au réchauffement climatique ou à la prise de conscience du réchauffement climatique? C'est une très bonne question. Alors pour peut-être pour expliquer un petit peu, c'est vrai que j'ai un double parcours. Ma mère est danoise et mon père est français, donc j'ai fait mes études et en France et au Danemark et universitaire. Donc j'ai vraiment fait l'aller-retour entre les deux. Donc j'ai vraiment toujours été exposé au choc culturel frontal entre les deux pays qui sont quand même très très différents. Ouais. Et donc sur la prise de conscience climatique, c'est intéressant. La population danoise, je dirais large, vraiment s'implique fortement dans toutes les problématiques environnementales. Tout ce qui était bio, par exemple, ils l'ont eu 5 ans avant, je dirais, la France. Il y a absolument tout qui est bio là-bas déjà depuis un grand moment. Ouais. Au gouvernement, les Verts ont un certain pouvoir, etc. Donc il y a une prise de conscience très forte. Tout est bio? Énormément. Ok, d'accord. C'est difficile de pas acheter bio au Danemark en fonction de voilà. Ok. Alors après, par contre, nous en France, on a, dans notre système universitaire, des élites et une formation qui fait que, au niveau des prises de décision qu'on va avoir, on a une solidité scientifique qui est quand même assez poussée. Alors que je trouve au Danemark, au niveau politique, on va pas forcément avoir cette rigueur scientifique très très poussée. Ce qui nous a d'ailleurs poussé à créer la compagnie, c'était d'essayer de rajouter une rigueur scientifique sur tout ce qui se dit autour de nous, parce que sinon ça se réduit à être du greenwashing. Donc au Danemark, on va avoir une forte pression de l'opinion publique, exactement, okay. Pour changer les choses. Ouais. Derrière, on va avoir des choses plus ou moins pragmatiques qui sont faites. Et c'est peut-être là où il manque un petit peu des choses. Et typiquement, le sujet de l'éolien, si on prend un Danois dans la rue, il va nous dire, mais c'est le pays le plus vert du monde. Ouais. Après, quand on commence à regarder du point de vue électrique, c'est pas trop mal, mais c'est quand même très moyen. Heureusement qu'il y a les Norvégiens qui permettent de donner de l'électricité verte au moment où le vent il souffle pas au Danemark. Alors quand le vent il souffle au Danemark, on peut arriver à 70% de renouvelables, ce qui est très bien, mais quand il souffle pas, c'est problématique. Et après, si on regarde le système énergétique global, là c'est quand même assez problématique parce que les Danois se déplacent énormément. Ouais. Si on regarde les émissions à l'étranger, ils volent énormément aussi. Donc c'est un pays relativement riche de manière générale, et donc les émissions par personne sont plus hautes qu'en France en fait. Plus hautes qu'en France. Plus hautes qu'en France, ouais. Ah ouais, du fait des déplacements, notamment via l'avion, qui est un des premiers. Voilà, et le système électrique qui est moins décarboné qu'en France, et le système aussi de transport qui est moins décarboné qu'en France, parce que mine de rien en France on était très bon pour mettre des TGV qui tournent au nucléaire au final, qui émettent très peu de CO2. Donc d'un point de vue changement climatique, au final, c'est plutôt une bonne décision à ce niveau-là. On est plutôt en avance en France. Ok, c'est intéressant parce que du coup t'es en train de me dire que la prise de conscience est plus importante au Danemark sans nécessairement la rigueur scientifique. En France, on a des atouts qui font que on est plus, entre guillemets, plus efficace. Ouais. Mais la prise de conscience, par contre... elle est un peu derrière, exactement. Alors après, je sais pas si c'est conscient ou pas d'avoir eu cette volonté disons, de choisir le nucléaire d'un point de vue climat. Indépendance énergétique. Hein. Voilà, je pense que c'est pas du tout le sujet. Ouais. C'est juste, ça arrange les gens maintenant, en plus de parler du nucléaire en disant que c'est bas carbone, parce que tout le monde est en train un peu de jeter des pierres sur le nucléaire. Donc ils se raccrochent beaucoup à ça. Ouais. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur Electricity Map, c'est justement ce combat nucléaire renouvelable. Et nous, on a essayé vraiment de se placer en neutre, en disant, bon, on a un problème qui est le changement climatique. On va montrer les métriques, mais après, ça veut pas dire qu'il faut mettre du nucléaire ou pas. Il y a tout un tas d'autres choses à prendre en considération, le coût, etc. Ouais, et puis le long time waste. Enfin, bon, je vais en anglais parce que c'est un des éléments qui revenait, mais moi, c'est un des trucs qui me frappait dans le paradoxe français pour le coup de dire, ok, mais en fait, on est majoritairement nucléaire. Après, il y a la loi de transition énergétique qui vise à réduire de 50% la part du nucléaire. Mais donc, ok, ça c'est le premier point. Toi, personnellement, d'où te vient cette prise de conscience-là? C'est ton côté danois, pour le coup, ou c'est, à quel moment tu t'es dit, merde, j'ai vraiment envie de travailler là-dedans? Je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours... Alors, j'aime beaucoup les principes énergétiques. Je suis assez fasciné de voir comment est-ce que, au final, le monde tourne basé sur de l'énergie. Ouais. Quand tu commences à voir le monde sous ce prisme-là, tu le vois complètement différemment. J'ai pris le métro ce matin et je me disais, putain, s'il y a une panne d'électricité ou une panne d'énergie de manière générale, il y a des manques d'approvisionnement pendant une journée, le pays il s'arrête complètement, craque. Enfin bon, bref, toute la valeur qu'on produit au quotidien est quand même basée sur le fait qu'on a un approvisionnement en énergie qui est continu. Et donc cette fascination-là, elle a continué, mais elle s'est pas vraiment éveillée jusqu'au moment où disons, tu commences un peu à creuser, tu vois le problème climatique, ça commence à changer et tu commences à le voir au quotidien. Il y a eu un déclic ou pas? Ou ça s'est fait au fur et à mesure, progressivement? Non, ce qui s'est vraiment passé, c'est que je pense que dans mon parcours professionnel, j'étais arrivé à un point où j'avais appris ce que j'avais envie d'apprendre. Et j'avais l'impression que j'avais les outils en main maintenant pour créer des choses de moi-même. Et j'avais l'expérience pour savoir quelle était la stratégie pour créer des choses et pour pas se retrouver seul, etc.
Et donc à partir de ce moment-là, je me suis dit ok, quels sont les gros problèmes qu'il faut résoudre dans le monde? Et j'en ai fait plein. Et à un moment, tu tombes sur le problème du changement climatique. Tu commences à regarder les rapports du GIEC. Tu commences à lire 2-3 trucs. Tu regardes des vidéos de Jean-Marc Jancovici que j'invite tout le monde à suivre, qui est un type génial et qui est assez rentre dans l'arme et qui te sort un peu les faits de manière indiscutable et provocatrice. Ouais. Et tu regardes tous ces trucs-là et tu te dis mais merde, en fait on a un peu la dernière génération qui peut vraiment changer les choses. Est-ce que c'est le côté alarmiste ou tu penses vraiment qu'on est vraiment parce que quand je lisais le guide, quand tu me dis enfin il y a certains gaz à effet de serre qui ont en fait un impact qui vont durer des milliers d'années. Oui, le CO2. Le CO2, c'est entre 100 et 1000 ans en fonction d'exactement, je crois qu'il y a encore la moitié des gaz qui sont présents au bout de 500 ans, je sais plus exactement, quelque chose comme ça. Ce qui veut dire qu'à l'échelle d'une société, de toute façon, même si si tout le monde s'arrêtait aujourd'hui tout de suite, ça ne serait pas visible avant, ça ne serait pas visible, c'est pas ça que je veux dire, mais tu vois, l'impact continuerait c'est ça. Alors la manière dont je le vois, ou je l'explique en général, c'est qu'il faut considérer ça comme une dette. C'est-à-dire que tout ce qu'on met dans l'atmosphère, c'est quelque chose qu'il va falloir soit qu'on laisse ou qu'on récupère et ça va coûter d'aller le récupérer. Donc faut vraiment le voir comme une dette qu'on lègue à nos petits enfants, etc. Parce que pendant ce temps, le CO2 il va réchauffer l'atmosphère, etc. Et c'est intéressant parce que ma femme était allée à une conférence où il y avait c'est une conférence de femmes avec des parcours assez intéressants. Il y avait Claudie Aigneret qui était ancienne ministre des Sciences, et astronaute. Et donc le sujet sur le changement climatique, elle disait mais vous en faites pas pour la planète. C'est pas la planète qui est en danger, c'est l'espèce humaine. Ouais, j'irais même plus loin, c'est même pas tellement alors l'espèce humaine en termes de survie voilà. Et je pense vraiment c'est notre mode de consommation, notre mode de vie actuel qui est menacé entre guillemets. Et comment parce que toi tu t'inscris dans une démarche hyper active, proactive, donc à la fois d'éducation, mise à disposition des outils et puis vraiment d'essayer d'agir au quotidien. Est-ce que tu es sollicité par les politiques? Est-ce que tu es frustré de l'inertie ou l'apathie politique? On voit la COP21, enfin tu vois en France, alors, on essaie de décorréler, j'essaie de décorréler avec le podcast l'actualité. Bien sûr. Mais taxe carbone. Bien sûr. Non, alors c'est des sujets vastes et compliqués. Prends l'angle d'attaque qui te concerne. Non, alors nous on essaye nous de parler un petit peu aux politiques. En France c'est compliqué parce que en France typiquement entre le citoyen et le politique, il y a une distance qui est assez grande à parcourir pour arriver à parler. Après je sais que j'ai eu la chance de rencontrer le président, Monsieur Macron, quand il est passé à Copenhague très rapidement, mais t'as 30 secondes, tu touches 2 mots, donc ça ne sert à rien. Je sais que l'Élysée a regardé un peu Electricity Map, donc mais bon, on n'a pas forcément, c'est pas à ce niveau-là qu'on va avoir un impact. Si tu veux avoir un impact, effectivement, pour faire très très court, il faut une taxe carbone très forte, avec une très forte redistribution. Pour éviter ce qu'on a eu en France avec les gilets jaunes. Et typiquement, j'étais au ministère de l'Environnement et du Climat, de l'Énergie au Danemark, c'était il y a 2 semaines justement pour parler de transition énergétique et de voir quelles étaient les solutions qu'on avait en place. On a discuté un petit peu du cas français qui est exactement le cas d'école et le cas exemple, qui est de dire il nous faut une taxe carbone forte, mais le problème c'est que les gens qui ont du mal à boucler leur fin du mois, comme Nicolas Hulot dit, ils s'en foutent de la fin du monde. Et donc si tu leur dis votre pétrole pour chauffer pour votre fuel à la maison, il va coûter plus cher et pareil pour la voiture. Et ils ont un problème alors que typiquement moi si jamais j'avais une taxe carbone sur l'avion, ça m'impacterait moins parce que je vis en centre-ville, j'ai pas de voiture, je prends le vélo, etc. Et donc il faut absolument faire en sorte qu'on a tout le monde, faut un projet social qui puisse arriver à faire en sorte que tout le monde soit on board dans le projet. Et un exemple que je cite qui pour moi est une bonne manière de voir les choses, c'est de dire, typiquement, on met une taxe carbone, mais les gens qui sont chauffés au fioul, on fait en sorte que cette taxe carbone, elle finance une pompe à chaleur et qu'on remplace directement quelque chose qui pollue parce que Exactement. Mais ça, c'est un point. Quand j'ai fait mes recherches là-dessus, j'ai été frappé parce que pour faire la genèse, c'est plus pour les auditeurs. La genèse de la taxe carbone, ça vient d'une décision donc politique suite à la COP21, mise en place donc en 2014 sous le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. À la base, donc ça fait partie d'un engagement plus général de la France de réduire les gaz à effet de serre et donc de s'engager dans la diminution, en tout cas des initiatives contre le réchauffement climatique. Ça a été mis en place en 2014, donc en fait c'est une taxe qui est dans la logique du pollueur-payeur, c'est-à-dire qui est proportionnelle en fait effectivement à tous les éléments liés à la pollution,
qui impactent directement le citoyen. En 2014-2015, le prix du baril du pétrole était faible, ou bas. C'est ça. Le prix de la taxe carbone était de l'ordre de 7 € de la tonne équivalent CO2 en 2014. Elle est passée à 46 €. La prévision, je crois qu'on arrive à 100 € en 2000, je crois que c'est 2030 ou. C'est possible. Je suis pas complètement. Je suis plus sur le système danois. C'est mon cofondateur qui est expert du système français. Donc j'aurais dû le ramener. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, c'était absolument indolore entre guillemets pour les petites gens. À partir du moment où le prix du baril a augmenté, donc 2017, c'est là où on a commencé à sentir les effets. Voilà. Et pour revenir sur ce que tu disais, qui est pour le coup choquant, je trouve, c'est que depuis l'instauration de la taxe carbone en 2014 jusqu'à aujourd'hui, il y a environ 3,8 milliards d'euros qui ont été récupérés de cette taxe. Sur ces 3,8 milliards d'euros, il y en a 3 milliards qui ont été utilisés pour le CICE. Rien à voir donc avec le renouvellement énergétique. Voilà, donc il faut que ça finance, c'est le genre de truc où on prélève une taxe de la poche droite et il faut qu'on vous la rende sur la de Exactement. La gauche. Et donc on n'y est pas. Et le deuxième truc, c'est qu'en plus cette taxe est relativement injuste jusqu'à maintenant parce que elle exonère pas mal le trafic aérien. Donc on a tout un tas de choses qui sont pas logiques et consistantes. Il faut absolument qu'on ait une manière unique et pragmatique de compter le carbone, une manière de le taxer et une manière de faire en sorte qu'on ait tout le monde qui soit avec nous dans cette transition. Et pour faire ça, il faut faire en sorte qu'on donne les outils à tout le monde de changer, ou même des primes, etc. Mais vraiment quelque chose de sérieux, quoi. Donc c'est quasiment une fusée, c'est fusée à 3 étages. C'est le premier étage, c'est on informe, en étant hyper rigoureux d'un point de vue scientifique sur, concrètement, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Deuxième étape, c'est l'éducation. Troisième étape, c'est quelles sont les actions économiques, pour le coup, puisque c'est le seul... C'est que quand on touche au portefeuille que finalement les choses bougent. Exactement. Et si tu regardes donc notre mission statement chez Tomorrow, justement, c'est de dire, il faut qu'on quantifie les choses, pour la faire très simple. Et il faut qu'on les rende visuels pour que tout le monde y capte quelque chose. Et donc, en fait, tu as les 2 étages qui sont là. C'est il faut la technologie pour quantifier les choses, avoir en ordre de grandeur. C'est pas besoin d'être sur le milligramme près de carbone. Ce qui est important, c'est d'avoir les bons ordres de grandeur pour qu'on puisse commencer quelque part. Et ensuite, rendre ça disponible pour faire en sorte que, on puisse s'éduquer correctement sur le sujet, mais aussi que ça puisse être imbriqué dans absolument tous les produits qu'on achète. Exactement. Et après, tu as le troisième volet qui, lui, est celui qu'on touche pas directement parce qu'on sait que c'est compliqué, qu'on n'a pas forcément les réseaux pour, etc., qui est le volet un peu politique, économique. Et celui-là, on se dit, essayons déjà de faire un mouvement qui part un peu du bas. Et derrière, c'est quand même, on a les gens qui nous représentent au pouvoir, donc essayons de faire en sorte qu'on ait des gens qui peuvent changer les choses. Vous êtes sur une organisation chez Tomorrow qui est du coup bicéphale, toi sur la partie Danemark et ton cofondateur en France. C'est-à-dire que chacun s'occupe du pays. Comment déjà... D'où vient, si on prend sur la genèse de Tomorrow, comment vous êtes rencontrés, quelle a été la motivation? C'est toi qui as porté le projet au départ? Alors c'est assez intéressant parce que donc Bruno et moi nous sommes rencontrés en grande école quand j'étudiais à Paris. En se rentrant un petit peu. C'est un de mes meilleurs potes, on a gardé contact bien sûr par la suite. Et quand je suis parti un peu dans mon projet de recherche sur qu'est-ce que j'allais faire dans la vie après Snips, j'ai dû passer à peu près 6 mois à me documenter sur tout un tas de sujets, et il s'avère que Bruno, justement, dans les dernières années qui passaient, il travaillait dans un think tank sur la transition énergétique, et donc faisait des factbooks sur l'hydrogène, l'éolien, la transition énergétique, le climat. Il lisait tous les rapports du GIEC et puis il fait des résumés pour les professionnels, etc. Et donc je me suis beaucoup inspiré de tout ce qu'il a fait. On a discuté énormément sur le sujet, et ensuite j'ai construit l'Electricity Map un peu comme un projet pour déjà commencer à récupérer de la data et pour avoir une idée de mais est-ce que vraiment on peut faire du 100% renouvelable? Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'on peut avoir des éoliennes qui créent de l'électricité et in fine de l'énergie pour qu'on puisse faire d'autres éoliennes avec ces éoliennes? Ce genre de problématique, quoi. Vraiment, est-ce que tu peux avoir un effet de levier à ce niveau-là? Et donc on a discuté de toutes ces choses-là, et puis on a un peu arrivé à la conclusion que ce qui nous manquait, c'était pas tellement une technologie incrémentale, et que le problème il était même pas technologique parce qu'on avait ce qu'il fallait pour créer la transition, mais ce qui nous manquait, c'est une sorte de signal directeur qui est un peu comme la taxe carbone, mais dire comment est-ce qu'on implémente une taxe carbone concrètement. Déjà faisons en sorte que les gens se rendent compte de quel est l'impact et les ordres de grandeur des intuitions sur ces choses-là. Donc l'Electricity Map, c'était un peu un projet pilote pour voir ces choses-là. Ça a commencé à bien marcher, et quand ça a bien marché, Bruno est venu me voir et m'a dit mais écoute, moi je travaille avec ce genre de données, on les achète. Est-ce qu'on ferait pas un business autour de ça?
Ça fait 2 ans qu'on fait ça et du coup ça nous a permis d'être complètement autofinancé sur le sujet. On est 3 maintenant dans la compagnie et puis on commence à recruter un petit peu. Recruter un développeur mobile, c'est ça? C'est ça, un développeur mobile à Copenhague. Ouais. On cherche quelqu'un pour nous aider aussi, nous appuyer sur tout ce qui est vente et data science un petit peu à Paris. Ok. Donc il y a toute une question de répartition géographique qui est pas évidente dans l'histoire, mais du coup naturellement on s'est divisé un petit peu 2 pôles. Ouais. Et disons, ça a été une force pour nous parce que si tu regardes les politiques en fait énergétiques des 2 pays, le Danemark et la France, tu peux pas avoir plus opposé. Un pays qui dit je ne veux pas un poil de nucléaire, je veux que de l'éolien et je vais y arriver. Et l'autre qui a dit indépendance, je veux être 100% nucléaire et je vais y arriver. Et donc c'est assez intéressant. On a les 2 exemples parfaits en fait de comment est-ce que tu peux faire. Il manquerait que l'Allemagne pour comprendre. Voilà. Alors il y a l'Allemagne entre les 2 qui est qui est un peu on pourra discuter plus tard. Mais donc voilà, donc ça c'est un peu la jeunesse de Tomorrow et de l'Electricity Map. Et peut-être pour dire 2 mots sur l'histoire un peu de l'Electricity Map et sur un peu l'histoire avec Martin aussi. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai créé Electricity Map vraiment comme un side project je crois que j'ai dû coder ça en 1 ou 2 mois, un truc comme ça. Mais vraiment une version bêta, enfin tu vois, qui était pas super sexy. Et je me rappelle, je l'ai lancé, j'ai envoyé des emails à 300 personnes de la profession. Et je me rappelle, pendant plusieurs semaines, j'avais genre 2 visites par jour, enfin un truc complètement ridiculissime. Et petit à petit, j'ai rajouté des pays, j'ai commencé à discuter avec des étudiants qui me disaient mais moi j'ai envie d'apprendre à coder, est-ce que je sais qu'il y a de la data en Pologne, est-ce que je le mettrais pas sur la Pologne? Un étudiant qui est venu et qui a fait un petit système où on pouvait avoir un formulaire pour donner du feedback. Et il s'avère que ce formulaire, on a eu, je crois, 3000 ou 4000 feedbacks dedans qui m'ont aidé à peaufiner le produit petit à petit. Et donc tout ça a commencé en septembre 2016 du coup. Et c'est en décembre 2016, que on a fait la une de Hacker News. Et donc pour ceux qui sont un peu techos savent que Hacker News, ça donne pas mal de visites. Et là, on était à 10 à 20 000 visites par heure unique. Par heure unique. Et donc le système n'était pas du tout fait pour ça, donc forcément la database pète. Enfin bon bref, donc on a fixé tout ça, mais ça a donné une vraie traction au projet qui a fait que pour les 6 mois d'après, on a fait que du développement, on a créé des apps mobiles, etc. Et c'est là où ça a vraiment pris. D'accord. Mais donc c'est intéressant parce que c'est un projet qui a 0 marketing. On a été intelligent sur le fait de faire en sorte que les gens qui venaient sur le site comprenaient qu'il y avait une communauté et pouvaient contribuer et se connecter sur Slack pour nous aider. Et on a été intelligent sur le fait qu'on a mis des boutons sociaux qui ont très bien fonctionné, où les gens partagent sur Twitter et disent mais regardez la France est verte ou regardez le Danemark il y a le vent qui souffle ou etc. Donc ça c'était un petit peu le début et ensuite par la suite l'offre professionnelle qui est venue par dessus. Et les clients sont assez rapidement venus pour nous en disant mais c'est intéressant, vous faites ce truc-là, mais en fait qu'est-ce que c'est que Tomorrow? Qu'est-ce que vous pouvez nous aider à faire? Et justement sur ce pendant de monétisation et donc le pendant business qui vous permet d'être autofinancé à date. C'est quoi? C'est de l'info plus granulaire? C'est quoi? Quelle est l'information que vous mettez à disposition auquel ils n'ont pas déjà accès? Voilà, alors c'est la dimension temporelle. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des analyses dans le passé. On va leur donner accès à de la donnée au niveau des 5 minutes ou au niveau de l'heure historique. Donc on a quoi? On doit avoir maintenant on doit avoir 5-6 ans de données, un truc comme ça. Et donc ce qui est intéressant, c'est que c'est complètement standardisé. Donc vous voulez n'importe quel pays dans le monde qui est couvert par l'Electricity Map, et on vous donne un CSV avec une colonne qui va donner exactement la puissance du vent à 100 mètres ou à 10 mètres d'altitude, avec le soleil, donc on a la météo. Et après, on a tout le système de production, on va avoir tout le système d'import-export, et on a ce qu'on appelle le flow tracing, qui est un peu la technologie qui nous permet de savoir d'où vient l'électricité concrètement. L'exemple, c'est par exemple au Danemark, ils ont dit non au nucléaire, mais quand ils importent de la Suède, désolé, il y a du nucléaire dans le mix danois. Et donc ce genre d'information est dedans aussi. Et ça, c'est une information que vous mettez aussi bien en avant sur la carte en disant production versus consommation. Et l'importance de la différence et de la prise de conscience entre un pays producteur, un pays consommateur, et donc les flux entrants et sortants qu'il y a entre les pays. Et donc, exactement. Ce que tu disais, la chaîne, les chaînons, là, les 28 pays interconnectés. Bon, ça, c'était plus sur le rapport. Voilà. Ok. Donc ça va être la partie données. Nos clients, ça va être essentiellement des instituts de recherche ou des universités au niveau européen. Typiquement, ils ont besoin de faire des simulations sur le futur, etc. Donc, ils veulent savoir comment était le système heure par heure, et du coup, ils peuvent fitter des modèles là-dessus. Ok. Ça, c'est une des manières de faire. Le deuxième business qu'on développe, qui est le business qui est un peu plus intéressant pour nous, c'est une API avec une prédiction à 24 heures, pareil standardisé sur le monde entier.
Et l'idée, c'est de dire, si jamais vous êtes une boîte qui vendait un produit dont vos clients ont quelque chose à foutre du changement climatique, et ben nous, on peut vous aider à raconter une histoire verte autour du sujet. L'exemple typique, c'est les voitures électriques. Donc les voitures électriques, si tu charges ta voiture électrique au Danemark au moment où il n'y a pas de vent, manque de peau, tu vas sûrement la charger avec un mix charbon, gaz, et en fonction de si on importe de l'Allemagne ou de la Norvège, Suède. Et donc le moment à laquelle tu charges ta voiture électrique, c'est important. Donc typiquement, on va faire une prédiction sur 24 heures, on va dire le moment pour charger ta voiture électrique, c'est à ce moment-là. Et donc le constructeur automobile ou celui qui va opérer la borne de charge va dire il y a un prix variable de l'électricité, il y a un impact variable climatique de l'électricité. Je fais une optimisation par rapport à toutes ces informations et je peux montrer à mon client final, ta voiture électrique, elle a chargé, elle a économisé 10 à 20% de carbone, c'est à peu près ce qu'on est capable de faire. 10 à 20%. Ouais, en faisant une charge optimale. Ouais. Ah, c'est top ça. Ouais. Là, ce qui manque, pour le coup, parce que à chaque fois tu reprends cet exemple de la voiture à charger, moi, quand il y avait les Autolib, c'est impossible pour moi, en tant qu'utilisateur, à un moment donné, la caisse, j'ai besoin de la charger, quoi. Bien sûr. J'ai pas cette espèce de flexibilité, exactement. Donc, si on prend le cas de l'application, la Zoé, j'ai une Zoé, là, ça devient un choix, effectivement, prémédité j'ai accès à l'information qui permet de dire, là, c'est pas optimal, donc je décide de pas le faire. Ça, c'est un pendant. Deuxième pendant, c'est potentiellement, tu majores le coût en disant, ok, tu décides de le faire maintenant, très bien, mais par contre, il y a une surpondération du fait que c'est pas optimal. Alors tu peux faire ça. Nous, ce qu'on essaye de faire, qui est un peu le prochain niveau, c'est de dire, tu as un système automatique qui le fait à ta place. Donc tu rentres le soir, tu branches ta voiture. Alors que c'est sûr, si tu en as besoin dans une heure, tu dis, de toute façon, les applications, tu peux déjà, dans les applications, dire, j'ai besoin de ma voiture dans une heure, donc fais une charge rapide. Là, on sait qu'on n'a pas de flexibilité. Si tu dis, écoute, j'en ai besoin demain matin à 8h quand j'irai au boulot. Il y a une nuit entière, le système, il peut tout seul savoir quand est-ce qu'il faut charger la voiture. Bon, on va revenir sur ce sujet-là parce que je pense après tout l'IoT et tout, c'est un gros pendant. Si pour continuer sur la monétisation, donc il y a la version Electricity Map gratuite, accessible à tout le monde, qui est un levier d'éducation et de communication. Il y a le pendant business. Là, vous êtes 3 personnes. Vous payez grâce à ça, du coup. C'est quoi le modèle? C'est en SaaS? C'est quoi? Alors sur l'API, ça va être en SaaS. D'accord. Sur les data historiques, c'est au poids, comme on appelle ça. Au poids? Ouais, donc c'est de dire, on a des tarifs et on dit si tu veux un an de data à telle granularité, ça coûte tant par heure de data que tu veux. Donc au final, il y a un prix et donc si tu veux plus ou moins de data par pays, si tu veux un pays en plus, ça coûte un peu plus. Donc on a des barèmes. Vous êtes les seuls à faire ça? Alors non, t'as tout un business de la data historique qui existe. Tu peux prendre par exemple l'IEA qui vend des données historiques sur les facteurs d'émission de carbone de l'électricité qui sont utilisés pour les comptabilités carbone de l'électricité. Sauf que eux font des facteurs à l'année, donc ils vont te dire quand tu consommes de l'électricité en France, en moyenne, ça va être 60 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure consommé. Nous on donne la même chose sauf qu'on le donne à l'heure. Donc en fait toutes les sociétés qui vont vouloir faire une comptabilité précise de l'électricité vont pouvoir le faire grâce à notre data. D'accord. Ok. Et comment vous bossez une équipe de 3? Chacun fait quoi? Alors moi je m'occupe un petit peu de la partie technologie, donc je code beaucoup. Je fais un peu de produit. Il y a une autre personne qui s'appelle Olivier aussi, qui est à Copenhague, qui s'occupe de tout ce qui est produit, design et front-end. D'accord. Rendre les choses sexy en 2 mots, quoi. Et on a Bruno qui s'occupe de tout ce qui est science. Donc c'est de faire en sorte que les facteurs d'émission de carbone sont les bons, que la comptabilité carbone est la bonne et que notre interface avec le monde scientifique soit solide. Donc par exemple, on publie des papiers sur le sujet. On vient d'en publier un justement sur la méthodologie de l'Electricity Map. Ce que je disais. Et il s'occupe aussi de la partie commerciale. Et la raison est qu'il y a une très grande synergie entre les deux, parce que les acteurs qu'on a en face de nous, commerciaux, en fait, ils cherchent de l'expertise sur le sujet. Et en général, c'est aussi des instituts de recherche, etc. Donc, il faut avoir une certaine solidité scientifique pour discuter avec eux. D'accord, ok. Et donc là, vous recherchez un autre profil, donc 2 profils du coup. Alors 2 profils, on cherche, disons le business se porte bien, donc on a envie de développer un peu cette partie, donc justement sur Paris. Donc on cherche quelqu'un qui va avoir un profil un peu et data science, parce que on deal avec beaucoup de data, donc on est obligé de comprendre la qualité de la donnée, faire des outils, etc. Et à côté, qui veulent aussi faire du développement business. Donc, c'est pas facile de trouver une personne qui a un peu les 2 atouts, mais au final... Data science et business, C'est ça. Mais en fait, donc c'est plutôt un data scientist qui a... Tu sais, dans la data science, on parle en général de ce triangle. On dit il y a le produit, la tech, et la tech, la science et le computer science derrière. Et donc, quelqu'un qui est un peu orienté produit et qui a envie de parler un petit peu avec des gens et de pas juste cruncher de la data dans un coin. Au final, c'est un peu quelqu'un comme ça qu'on cherche.
Et à Copenhague, quelqu'un qui est développement produit parce qu'on travaille sur un nouveau projet justement, app, développement, dont on pourra discuter un petit peu par la suite. Parlons-en maintenant, ça m'intéresse. D'accord, parlons-en maintenant. Ouais. Alors du coup, donc l'électricité, c'était un peu la première étape. Ouais. La deuxième étape, c'est donc l'Electricity Map est impersonnel actuellement, c'est-à-dire que ça ne te dit pas qu'est-ce qu'il faut que tu fasses toi, elle te dit pas quelle est ton empreinte carbone à toi. Donc la prochaine étape, c'est de dire on roll out tout un tas de compteurs intelligents Linky. Est-ce que ce serait pas sympa de savoir à quel moment est-ce que moi j'ai consommé de l'électricité et est-ce qu'elle était verte ou pas à ce moment-là. Exactement. Et donc si tu pousses et si tu extrapoles ça un petit peu plus loin, la question que j'ai beaucoup autour de moi, c'est de dire je sais que le changement climatique c'est un problème, j'entends parler etc. Mais qu'est-ce que moi je peux faire? Exactement. Et à ce niveau-là, j'ai envie de dire, déjà, comprends tes émissions. Mais comprendre tes émissions, ça veut dire aller sur un site web et passer une demi-heure à dire qu'est-ce que tu manges tous les jours, etc. pour avoir une sorte de valeur moyenne de quelles sont tes émissions que personne comprend plus parce que c'est en kilogrammes de CO2 et personne ne sait ce que c'est avec un kilogramme de CO2. Ouais, les équivalents. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut faire une app qui automatiquement te donne ton empreinte carbone et qui te la montre par rapport aux activités quotidiennes que tu fais. Donc l'idée, c'est de dire quand tu vas au supermarché et que tu fais tes courses, tu ressors, et ben idéalement, il faudrait que sur le ticket de caisse, il y ait exactement une pastille de couleur à chaque élément que tu as acheté pour ça, au côté que tu vraiment savoir des ordres de grandeur sur les différences. Ok. Et donc, on peut pas agir sur le ticket de caisse, mais nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est que, alors ça, on a un prototype qui fonctionne au Danemark, on s'intègre avec le système de ticket de caisse des supermarchés. Ouais. On part ça en faisant du Natural Language Processing. On sait à peu près ce que tu as acheté. Et derrière, on va te restituer le ticket dans l'application et on va dire, bah voilà, tu as fait tes courses, tu as émis tant de carbone. Et après, quand tu vas prendre la voiture, et ben si tu as une voiture électrique, on va savoir à quel moment tu l'as chargée, donc quelle est ton empreinte quand tu conduis. Si tu prends l'avion, bah derrière, on a des sources de données qui nous permettent de comprendre où est-ce que tu as booké ton ticket. Donc, par exemple, on pourrait s'intégrer avec la SNCF et leur système de booking, etc., etc. Ils ont des données dispo pour ça? Ils ont des données dispo pour ça. Alors après, il y a un vaste sujet de savoir où est-ce que tu prends les données. Ouais. Et donc, t'as typiquement une des bases de données très très riches, c'est tes emails. T'as toutes les confirmations de tout ce que t'as fait en général. T'as ce que t'achètes sur Amazon, t'as les tickets d'avion et t'as les tickets de train. Ok. Et donc, t'as une société qui s'appelle TripIt, qui fait partie de SAP Concur, qui fait partie de SAP, qui s'occupe de faire tous les systèmes d'expense dans les très grandes entreprises au monde. Est-ce que eux, ils ont un module qui permet d'analyser les emails et de savoir exactement, voilà, ils t'extraient les tickets. Mais déjà l'empreinte carbone des emails. Enfin, déjà tu vois, l'énergie des serveurs, tout ça, c'est un sujet. Vous le traitez ou pas du tout? Alors, comprendre exactement l'empreinte carbone d'un email, c'est un sujet qui est très compliqué parce que tu auras une incertitude folle qui est en fonction de où t'es, de combien de serveurs ont crunché. Et puis, je veux dire, si jamais c'est juste un serveur qui tourne pour traiter des emails comparé à Google qui passe 1 milliard d'algorithmes dedans, qui ont passé des années à être entraînés dans le cloud, etc. C'est des impacts différents. Par contre, nous, ce qu'on a fait, et ce qu'on va probablement publier à un moment donné, c'est qu'on a fait notre propre empreinte carbone de la société. Ouais. On l'a faite mois par mois et on a essayé de faire une estimation du cloud. Et si je ne m'abuse, je crois que l'empreinte du cloud était assez basse. Je crois que ça correspondait à, je sais plus, c'était un aller-retour Paris-Copenhague ou un aller. Alors je dis c'est bas parce que c'est pas que c'est bas en valeur absolue, c'est plutôt que comparé relatif au déplacement et à l'avion. En fait, l'avion de toute façon il casse tout instantanément. Donc en fait, j'ai presque envie de dire si tu veux savoir qu'est-ce que tu peux faire contre le changement climatique, est-ce que tu prends l'avion? Oui, non, essaie de le prendre moins et ça sert à rien d'essayer de faire d'autres choses. C'est le premier truc et ça a un impact absolument démentiel. T'as des je sais pas, l'avion pour Copenhague pour Paris que j'ai pris justement il y a 2 jours. C'est 200 kilos de carbone. Typiquement un train sur une distance équivalente, je crois que c'est de l'ordre de 20 ou 50. Enfin, t'as un facteur 10 assez facile quoi. En fonction de comment tu calcules exactement, mais c'est monstrueux. Bon, en fait, c'est pour le coup, c'est en l'état, c'est l'avion. Demain, ce sera une énergie consommée par l'avion qui est différente, qui nous permettra de faire quand même ces grandes distances, mais pas de cramer du gasoil, quoi. Voilà. Alors après, il y a tout un tas de savoir qu'est-ce qu'on fait. Moi, je prône assez le fait qu'il faudrait développer un système de transport comme on a le TGV en France. Au niveau européen, il faudrait qu'on ait un système équivalent. Parce qu'actuellement, le Paris-Copenhague, il y a aucune manière, disons, en termes de business, si jamais tu as vraiment besoin d'être à un endroit rapidement, en fait, t'as pas d'alternative. Après, j'ai déjà pris le bus, ça arrive, tu vois, ça se fait, c'est bas carbone. Le train, c'est compliqué parce que c'est le même prix ou même plus cher que l'avion. Donc, tu vas quand même pas prendre le même prix ou plus cher pour un truc qui va te prendre, voilà. Donc,
Les alternatives sont compliquées, surtout dans le monde professionnel, et en fait, c'est surtout le monde professionnel qui pollue. Là, tu me disais sur l'application, comment t'arrives à estimer, tu me disais, vous parsez en Natural Language Processing, etc., mais la bouffe, comment t'évalues ça? Alors, il y a deux choses. T'as besoin de savoir qu'est-ce que t'as acheté. Donc, quand tu vas voir, je sais pas moi, louer, etc., sur un ticket de caisse, comprendre que, en fait, c'est du poulet et savoir que c'est 200 grammes de poulet plutôt que 400 grammes ou 500 grammes. Ça, tu le fais avec du NLP. Okay. Et puis, en regardant un peu le prix, si jamais tu vois un kilogramme qui est écrit dedans, tu peux dire, OK, il y a un chiffre devant, etc. Donc, si t'es un peu intelligent là-dessus, tu peux récupérer l'information de qu'est-ce que tu as acheté. Et ensuite, quand tu sais qu'est-ce que tu as acheté, il faut le mettre dans une nomenclature qui est pas évidente. Et cette nomenclature, après, il faut la confronter à une base de données carbone. C'est ça. Et donc, dans les bases de données carbone, tu vas avoir des ordres de grandeur qui vont dire, le poulet dans le monde, en général, c'est à peu près tant. Okay. Ensuite, tu vas avoir le poulet en France, c'est à peu près tant. Donc, tu as des bases de données nationales. Et ensuite, si tu vas aller vraiment loin, tu vas dire, le poulet loué, bio, machin, truc, lui, il a à tant. Ça existe ou pas? Alors, ça existe à différents niveaux. Ça existe un peu. T'as pas encore de base de données unique qui le fait. Il y a un peu chacun qui publie une base de données à droite à gauche. Les méthodos sont pas toujours les mêmes en plus. Il y a des gens qui vont compter, quand c'est des analyses de cycle de vie, ça dépend un peu de qu'est-ce que tu mets dans le cycle de vie. Donc, t'as des manières différentes de compter. En général, en plus, t'as des durées de vie des assets. Toute l'infrastructure qui est là, elle a une durée de vie, elle est répartie sur tout un tas de poulets. Est-ce que tu l'as, voilà. T'as des interdépendances de ouf, en fait. C'est ça. Ouais. Donc c'est l'équivalent d'un electricity map, mais lié à la bouffe, quoi. Exactement. Ok. Voilà. Donc c'est assez complexe. Ce qu'on essaye de faire au début, c'est déjà de prendre des bases de données nationales. On fait simple. En international, en fallback. Sachant qu'on et en général, t'as tout de suite des choses assez intéressantes comme, je sais pas, entre le poulet et la viande rouge, typiquement, t'as quelques ordres de grandeur, enfin, pas des ordres de grandeur, mais t'as un facteur multiplicatif de différence. Tu peux être à 3, 4, 5, en impact. Donc t'as des choses comme ça simples, tu dis au lieu de me faire un steak, je prends un steak de bœuf et je prends un poulet à la place. En fait, c'est pas si mal quoi, ou du porc à la place. T'as des choses comme ça qui sont assez simples en fait. Et ça du coup, donc tout ça c'est encapsulé dans l'application, ça me permet en gros moi ça me permet utilisateur via l'application, donc je connecte ma Zoé, je sais exactement mon Linky, Nest, ça fonctionne aussi. Vous allez faire des intégrations. Alors l'idée. Avec le développement du. L'idée, c'est de répliquer exactement ce qui a été fait sur Electricity Map et qui a marché. Si tu prends l'analogie, Electricity Map, c'est une plateforme et dessus il y a ce qu'on a appelé des parseurs ou des connecteurs, qui sont des morceaux open source qui vont aller chercher de la data de l'extérieur et qui vont l'amener dans la plateforme. Donc nous, on veut faire exactement la même chose là, en disant à n'importe qui, si jamais vous savez comment intégrer le système Zoé et vous connecter dessus. Remplissez ce script JavaScript qui a 3 fonctions. Il y a une fonction d'authentification, il y a une fonction pour collecter de la donnée, il y a une fonction pour se déconnecter. Et donc on va aller voir la communauté open source pour leur dire aidez-nous à scaler ce truc-là de façon mondiale. Donc, parce que le Linky en France, là c'est moi qui l'ai fait, mais peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui sait comment le faire en Allemagne et du coup ils vont prendre ce script en exemple et ils vont juste le faire. Donc ça c'est une partie, et l'autre partie c'est qu'on va aller voir les entreprises, on va aller voir Renault en leur disant mais ça vous dirait pas de montrer que votre voiture électrique en fait elle est vraiment verte, donc intégrée sur la plateforme. Et donc après il y a la question que tout le monde pose immédiatement qui est de la vie privée. Et donc je vais en parler directement. Oui, je me disais la monétisation là-dessus. Et on parlera de la monétisation après. Et donc ça c'est vraiment un héritage de Snips, qui est quelque chose qu'on a fait très bien chez Snips, c'est de vouloir prendre l'aspect vie privée en considération quand on a voulu faire des produits consumer, parce qu'on sait que si on a des applications qui veulent savoir tout sur toi, la seule manière de le faire, c'est que tu aies vraiment une relation de confiance avec l'utilisateur pour lui dire les données là, nous on les a pas, elles sont uniquement sur l'application. Et donc là c'est ce qu'on fait. Tous les algorithmes tournent uniquement sur le téléphone. D'accord. Donc le téléphone, il a sa liste de parseurs, de connecteurs ou d'intégration, on les appelle comme on veut, qui vont aller chercher la donnée sur Linky, sur Zoé, etc. Mais ça passe pas par notre cloud parce qu'on en a pas. Elle cherche la donnée, elle la récupère, elle crunch les modèles de carbone localement. Donc en fait, il y a absolument tout qui tourne localement, à part bien sûr le cloud de Renault, parce que celui-là, on peut pas s'en approprier. Donc voilà. Ah c'est fou. Ah ouais, c'est vraiment le credo de Snips, mais du coup appliqué. Exactement. Et je pense que c'est très important parce que quand tu dis il me faut une application qui littéralement va traquer tout ce que je fais, t'es obligé d'avoir des garanties en termes de vie privée. Et t'as pas envie que nous on puisse savoir quel est le vol que t'as pris, etc. Donc après on va avoir des fonctions un peu plus sociales qui vont apparaître dans l'application. Mais ça, par contre, on va uniquement traiter sur des données agrégées, donc jamais sur les activités concrètes. Individuelles, Et surtout, on va être transparent, en fait, qu'on va dire, par défaut, la donnée, elle est
sur ton téléphone. Maintenant, est-ce que tu as envie de le partager, je sais pas moi, avec ta femme ou quelqu'un d'autre parce que vous avez fait des courses ensemble et tu as envie de répartir l'impact carbone sur les deux comptes? Ouais. Bah tu vas dire OK, bah je partage avec ma femme pile poil ces informations et ça va être transparent quoi. C'est exactement l'inverse de Facebook qui disait au début bah par défaut. Tes photos elles sont publiques par défaut et puis on verra par la suite quoi. Et puis elles m'appartiennent. C'est ça. Et bon en fait on va changer. OK, tu montrais dans l'application. Alors l'application n'est pas encore disponible. Bêta pour l'instant. Vous pouvez, les gens peuvent nous contacter s'ils ont vraiment envie de les tester. Pour l'instant, on fait attention d'avoir que des personnes qui peuvent pas être déçues. On va dire ça comme ça, quoi. D'accord. Ouais. Et tu montrais la partie de comment faire pour compenser. Alors voilà, une autre partie de l'application, c'est, alors il y a une partie un peu psychologique qui est compliquée dans ce qu'on fait, c'est qu'on raconte des mauvaises nouvelles. Ouais. Donc il faut qu'on puisse trouver une bonne histoire à raconter autour de ça. On peut pas juste vous montrer une application, on dit bah c'est un reality check. C'est bon, ça. Déjà. Donc non, mais alors ce qui est important, c'est de donner aux gens les outils de faire bien. Ouais. Et donc on pense qu'il y a une partie qui est de changer le comportement. Il y a une deuxième partie qui est de dire, en fait, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas changer, typiquement parce que c'est mon employeur qui me demande de faire. Et donc là, on va pouvoir dire, vous pouvez taguer en fait vos activités et dire, ça c'est un billet d'avion que j'ai pris, mais en fait c'est pas moi, c'est ma boîte qui m'a fait voler pour tel, etc. Et donc nous, ce qu'on a envie de faire, c'est de dire de pouvoir permettre aux personnes de dire aux entreprises, ces émissions-là, vous devriez faire quelque chose contre. Vous devriez les compenser. Vous devriez investir de l'argent dans un projet qui s'occupe de décarboner correctement l'économie. Je sais pas moi, installer des pompes qui vont prendre du CO2 de l'atmosphère, planter des arbres qui vont capturer du CO2 de l'atmosphère. Ouais. Je sais pas, financer le train. Enfin oui, il y a plein de choses à faire. Ça fait déjà partie. C'est déjà censé faire partie des programmes RSE, notamment dans les grandes entreprises. Ça. Voilà. Alors pour l'instant, c'est insuffisant. Parce qu'il n'y en a pas assez qui le font. Ouais. Et la deuxième chose, c'est qu'on a vraiment envie de faire en sorte que ce soit les employés qui sont engagés, qui aillent voir l'entreprise et qui font ça, voilà, du bottom-up. Parce que ça fait deux choses, le bottom-up. Ça fait que d'abord, on a vraiment, disons, une alliance entre l'employé et la division RSE. C'est pas juste, je fais un calcul vite fait. Je compense tout et du coup, j'ai plus rien, j'ai pas besoin de changer de comportement. C'est ça. Ce qui est vraiment le problème. Ouais. Et le deuxième truc, c'est qu'on permet à la société d'avoir vraiment une information granulaire sur quelles sont les activités. On peut dire business unit par business unit. Regardez, peut-être que là, vous devriez peut-être faire des vidéoconf parce que vous quand même, vous prenez un vol toutes les semaines, quoi. Ah, c'est intéressant. Et l'incentive côté utilisateur, c'est prise de conscience. Prise de conscience et j'agis moins individuellement. C'est ça. Donc c'est un peu l'aspect éducation, c'est l'aspect je veux savoir qu'est-ce que je peux faire, donc je veux comprendre et un peu voir mes sortes de grandeur. Vous avez jamais été confronté, on touche un peu à la psychologie là-dessus, mais au fait de là je veux faire une bonne action moi en tant qu'utilisateur, mais est-ce que potentiellement c'est qu'est-ce que j'y gagne, tu vois? Bien sûr. Ce côté-là qui est très oui, alors est-ce que on parle de la question de pourquoi, enfin est-ce que j'en ai même quelque chose à foutre de base? Bon alors ça peut aller très loin. Hein. Ouais, mais là pour le coup t'as même pas l'application là, si c'est ça. Non, alors c'est quelque chose de compliqué. Je pense que si tu regardes sur les leviers d'action qui font que vraiment d'un point de vue psychologique qu'on agit en tant qu'être humain et qu'on fait ce qu'on a envie de faire, je pense qu'il y a un sentiment de vouloir montrer aux autres que tu fais quelque chose de bien. Une manière un peu différente de le dire, c'est t'as un besoin quasiment naturel qui est d'appartenir à un groupe qui a tes valeurs et il y a pas mal de gens qui en ce moment ont des valeurs qui vont plutôt du côté environnemental parce qu'on se rend compte qu'on fait pas les bonnes choses. Donc on a envie de montrer qu'on fait partie du groupe qui fait les choses bien. Alors c'est pas pour ça que les gens ils achètent bio par exemple parce que là t'es plutôt sur le côté santé personnelle, mais t'as quand même cet aspect de j'ai une appartenance à un groupe qui essaie de construire la société du futur. D'ailleurs, c'est un peu pour ça qu'on s'appelle Tomorrow, c'est pour dire comment est-ce qu'on imagine la société du futur. Et donc nous, on imagine une société où l'information de qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien et quel est l'impact carbone, de ce que tu fais dans ton quotidien, elle est partout présente. Et donc c'est un peu dire, prenons les gens qui ont envie d'être les pionniers de ce genre de mouvement, donnons-leur les outils de faire ça. Et donc, il y a toute une question un peu d'organisation sociale autour de ça qu'on a envie de créer. Et justement, sur l'organisation sociale, un des moyens pour préparer demain, c'est d'aller taper dans les écoles. Exactement. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous faites ou que vous avez ambitionné de faire? Oui, alors moi, je suis très content de voir que, par exemple, l'Electricity Map est utilisé en école. Donc, c'est utilisé et dans les formations universitaires, mais aussi en dessous. C'est utilisé alors, je sais que c'est utilisé au collège, lycée. Alors, je sais pas en France, mais je sais que au Danemark et dans d'autres pays, je l'ai vu utiliser. Donc ça, c'est super. La deuxième chose, c'est qu'on espère que l'application aussi peut être utilisée de manière ludique. Et après, nous, on essaye avec notre temps disponible, d'aller à des niveaux universitaires, en tout cas. Moi, je donne quelques cours à l'Université technique de Copenhague du Danemark, où j'ai moi-même étudié,
pour essayer de... Mais c'est plus data science, machine learning, comment je... Alors non, en fait, c'est plutôt énergie-climat, en fait. Ah d'accord, okay. Alors après, on va avoir des cours un petit peu plus entrepreneurs, où disons, on inspire sur comment est-ce qu'on peut faire des business models avec des choses qui essayent de sauver le monde, qui sont quand même pas évidentes. Exactement. C'est un sujet, c'est cassé dans dessus, quoi. Ouais, mais c'était... Ouais. Mais typiquement, en data science et en sciences, disons, dures, on va plutôt être sur la partie vraiment scientifique, énergie-climat, que sur comment tu utilises le machine learning concrètement, quoi. Et un exemple concret que j'ai de quelque chose qui pour moi est comprendre l'empreinte carbone de l'électricité de la manière la plus simple possible, c'est qu'il y a une communauté au Danemark qui en fait s'échange de l'électricité en peer-to-peer. Donc ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils ont une communauté, ils essayent de se déconnecter du réseau et ensuite il y a des gens qui ont des panneaux solaires, des batteries, ils ont mis tout ça en commun et en fait ils mutualisent leur production d'électricité pour être autosuffisants une bonne partie du temps et puis après ils se connectent au réseau quand ils peuvent plus. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont installé des lampes Philips Hue avec une couleur qui change de couleur et ils l'ont connecté à notre API. Et donc en fait, quand l'électricité du réseau, elle est très carbonée, quand le vent souffle pas par exemple, elle va être rouge et à l'inverse, elle va être verte. Et donc c'est ce genre de choses que tu as envie de faire. Au niveau, disons, non scientifique, et même aux enfants, t'as envie de leur dire, bah, tu vois, regarde là, le vent, il souffle pas, regarde les arbres, ils bougent pas, et bah, regarde l'électricité, en fait, c'est symbolisé par cette couleur-là. Mais en fait, ça me paraît tellement, tu vois, tu t'arrêtes pas de dire le vent souffle pas, et donc, quelle action? J'ai l'impression qu'on est tellement, alors c'est peut-être moi dans mon confort parisien de bulle, etc., j'ai l'impression d'être tellement décorrélé de ça. Bien sûr. De pas du tout poser la question de, j'allume, j'éteins, quoi, point barre. Bien sûr. Il y a quand même du taf à faire côté marketing, côté... Bah ouais. Non, je suis content que tu dises ça parce que c'est intéressant. La problématique de l'électricité, genre tout le monde s'en fout de l'électricité. Comme tu dis, tu as envie de rentrer et tu as envie d'appuyer sur un bouton et que ça marche. Donc, comment est-ce que tu rends ce truc-là sexy? Et comment est-ce que tu commences à rendre ça un peu visuel? Electricity Map, bon, c'est un niveau, c'est le premier niveau, on va dire, pour les professionnels. Il y a plein de gens du monde de la data qui s'intéressent à ces sujets-là, des traders qui se rendaient pas compte que le truc il clignote, quoi, genre que ça change d'heure en heure le système électrique visuellement. Et donc si tu veux le pousser plus loin, c'est de dire peut-être que ton fournisseur d'électricité, peut-être qu'il pourrait commencer à te faire des trucs un peu plus sexy, tu vois. Déjà. Et donc c'est un peu ce qu'on essaie de faire avec un partenaire danois qui s'appelle Barry. Barry, ouais. C'est de dire nous, avec l'électricité, si on veut le pousser au prochain niveau, il faudrait qu'on soit nous-mêmes fournisseurs d'électricité. Et puis on commence à dire, est-ce qu'on te mettrait pas une lampe chez toi qui s'illumine en fonction de la quantité carbone d'électricité? Est-ce qu'on commence pas à mettre un système qui contrôle ton chauffage électrique pour t'économiser le carbone, etc. Et donc avec Barry, là, le premier truc qu'on fait, c'est qu'on va s'intégrer avec leur application qui va permettre de dire, voilà, l'électricité, elle a un prix variable déjà. Chaque heure, elle change de prix. Et puis on va te montrer la courbe de CO2 aussi. Donc si jamais tu veux lancer ton lave-vaisselle au bon moment, tu peux le faire si tu as envie. Donc on parle clairement aux 1% de la population qui trouve que l'électricité c'est un peu sexy et nous on va essayer de le rendre plus sexy. Mais l'idée c'est d'aller plus loin derrière et d'avoir des systèmes automatiques, etc. C'est que le premier pas. C'est que le premier pas, hein. Mais disons c'est un peu vers la vague. Non mais déjà ouais. Et puis Barry, je suis allé sur le site pour regarder. Après tout est écrit en danois, donc il a fallu faire un petit truc en translate. Mais tu sens que eux aussi se positionnent déjà en fournisseurs d'électricité de demain. Voilà. Côté application, le côté intégré, donc il y a Electricity Map qui est intégré déjà directement sur le... On a l'équivalent en France ou pas? Alors en France, c'est un peu différent parce que on a un système qui est électriquement bas carbone et il est bas carbone de manière relativement constante. Donc tu vas pas avoir des fluctuations comme on peut avoir au Danemark. Si tu pousses le cas du Danemark à l'extrême, nous au nucléaire, de l'éolien à l'infini, ça veut quand même dire qu'à un moment donné, quand tu veux prendre le métro le matin et que le vent il souffle pas, tu fais quoi? Le prix de l'électricité, il va être très cher parce que soit tu vas l'avoir stocké, soit il va venir des voisins. Et donc, tu es obligé d'avoir une vue temps réel absolument à travers toute la société, sinon tu peux pas faire fonctionner le système en fait. Le cas français, il est un peu différent parce qu'on a l'électricité décarbonée. Et donc, alors, on pourrait dire à la place, on a envie absolument de passer au système éolien parce qu'on veut pas du nucléaire. Et dans ce cas, tu retombes sur la même problématique. Mais si tu restes uniquement sur la problématique changement climatique, t'as du bas carbone tout le temps, donc t'as pas forcément besoin d'avoir ce système-là, quoi. Du coup, il y a un lien évidemment, donc l'IoT, la domotique, en tout cas dans la maison. Si je comprends ton message, vous êtes la plateforme des gens intelligents qui ont la capacité technique de faire, c'est eux qui viennent se plugger et qui développent. Voilà. Alors tu peux même aller. Notre vision est un peu, c'est vraiment de dire. On veut être le système mondialement reconnu qui est la référence pour la quantification carbone de l'électricité en temps réel.
Ok. Donc ça, c'est vraiment le truc qu'on essaye de faire, d'où le fait de l'open sourcer pour faire en sorte que tous les scientifiques du monde puissent regarder dans le capot de la voiture pour voir ce qu'il y a dedans et éventuellement changer s'il faut, quoi. Je voyais un article de Libé là qui faisait fact-checked. Voilà, donc ils ont fact-checké Electricity Map et ils ont dit que ça allait. Très bien. J'en suis ravi. Plus sur toi. Oui. C'est quoi les challenges que tu rencontres le plus au quotidien? Tes difficultés Alors les challenges, il y en a plusieurs. Il y en a le challenge numéro 1 déjà, c'est gagner de l'argent avec ce qu'on fait, quoi. Ouais. Concrètement. Là c'est ric-rac ou ça passe. Non, on est bien. On est bien, on se paye des salaires corrects. Je veux dire, maintenant ça va. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au début, c'était plus que ric-rac, quoi. Okay. Ce qui est normal. Mais la vraie question, c'est de savoir comment est-ce que tu peux faire un business qui est très idéaliste, donc qui essaye de changer les choses. Ouais. Et en même temps de gagner de l'argent là-dessus. Et ça, c'est vraiment, disons, la question qu'on se pose quasiment tous les matins quand on se lève, parce qu'on est quand même en train de raconter des choses qui devraient être, disons, on fait un peu le boulot d'un gouvernement au final. Exactement, mais c'est exactement ça. Ouais. Voilà. Mais et du coup, comment est-ce que tu gagnes de l'argent là-dessus en sachant que cette information a une valeur qui est strictement marketing pour les entreprises, c'est-à-dire que il faut qu'elle puisse raconter une bonne histoire. Elle n'a pas de valeur opérationnelle. Il n'y a pas de prix carbone qui soit assez grand pour qu'une entreprise dise, mais moi, je veux savoir quel est le contenu carbone au gramme près parce que ça a une valeur monétaire pour moi. Et donc, quand tu es sur la valeur marketing, très vite, tu tombes dans le challenge numéro 1 qui est que c'est moins cher pour les entreprises de greenwasher que, donc typiquement, s'ils ont un signal carbone à l'année, ça les arrange s'ils peuvent utiliser des garanties d'origine pour dire 100% de notre électricité est couverte de certificats qui coûtent pas un rond, donc en fait on n'est pas en train de changer le système, personne vérifie, tout va bien, quoi. Ouais. Et donc il est vraiment là notre challenge. Greenwasher, peut-être explicité, c'est effectivement en gros t'achètes ta bonne conscience verte, quoi. Pas cher. Pas cher. Pas cher surtout. Ouais. Donc voilà. Ok. Donc ça c'est vraiment le challenge qui est le mien personnellement et qui est aussi celui de l'entreprise de manière générale et de Bruno encore plus, j'ai envie de dire. Ouais. Okay. Donc après t'as des challenges aussi qui sont du côté du recrutement, très honnêtement, parce qu'on a un mix, disons, de skills dans l'équipe qui est assez particulier. Où on va avoir un accrochage très très tech. Et avec des gens qui sont très très tech, machine learning, développement mobile, etc., on essaie de mettre des gens qui comprennent la science, les émissions de carbone, l'énergie, disons même les flux macroéconomiques, etc. Ouais. Et en fait, c'est pas facile d'avoir des gens qui sont pile poil à l'intersection des deux. Et il nous faut ce mix de talents en fait dans l'équipe. Vous avez obligatoirement besoin de ce mix. On est obligé parce que sinon on se retrouve à faire des applications qui potentiellement racontent des conneries en fait. Parce que c'est très facile de faire une belle application qui va te dire t'es vert, mais si c'est faux c'est con. Et donc à côté de ça, il faut vraiment qu'on ait une solidité scientifique. Donc en fait il faut qu'on ait les deux profils et comment faire orchestrer, tu vois, ces deux aspects-là. C'est pas facile et d'un point de vue talent et d'un point de vue organisation aussi, quoi. Et c'est rigolo parce que tu me parles pas du tout du côté marketing du truc en fait. J'attends chaque fois. J'attends à ce que tu me dises. Enfin tu vois, on est dans là moi je suis dans la vulgarisation, la démocratisation du projet entre guillemets. Je me dis merde, à quel moment Olivier va me dire et j'ai besoin de quelqu'un qui en plus soit capable d'expliciter. Tu le fais. Ouais. C'est ton job. Mais c'est marrant. Alors c'est vrai que moi en termes, je parle très peu de marketing, j'aime pas trop ce terme d'ailleurs. Je le prends plutôt d'un point de vue produit en fait. Mais c'est parce que pour nous, si tu veux, l'Electricity Map, il y a eu aucun marketing et ça a marché. Et bien sûr qu'on est sur une audience quand même relativement éduquée, hein, je dis pas. Mais disons pour moi le produit doit quasiment parler de lui-même parce que on est dans un contexte où le marketing est quasiment fait pour nous. C'est-à-dire que si jamais on arrive à délivrer un produit qui soit suffisamment bon, le contexte politique fait que les gens en parlent. Donc il faut juste qu'on puisse apporter un peu l'outil qui soit bien designé, quoi. Mais ils vont pas parler de taxe carbone comme on en parle là, tu vois. C'est vrai. C'est ça le truc. On va rester sur mon pouvoir d'achat. Est-ce qu'il augmente ou est-ce qu'il baisse pas? Mais on va pas. Je mets en doute le fait qu'à un moment donné, le terme réchauffement climatique rentre dans la conversation. C'est pas faux. C'est ça. Et en fait, je pense que l'enjeu est là de. Il y a peut-être les 5% de personnes qui sont concernées et qui du coup voient un produit qui est scientifiquement hyper solide. Mais j'ai envie de dire, ce qui vous intéresse, c'est les 95% restants, tu vois. Bien sûr. Et le marketing pour moi s'adresse à ces gens-là. Et quand je dis marketing, en fait, c'est le bon message
pour l'audience. Point de départ étant l'audience. Ouais. Après, ton produit, il est ce qu'il est, il se vend, il doit se vendre. Ouais. Mais c'est d'arriver à trouver les bons messages pour que ces 95% là, qui ne se sentent pas impliqués ou qui devraient l'être et qui pourraient l'être mais qui ne le sont pas aujourd'hui, puissent l'être demain. C'est ce côté-là. Mais je pense d'ailleurs, ça va être, pour l'instant, on est encore en train de faire un produit qui s'adresse, disons, au 1% concerné et d'essayer de l'étendre un petit peu aux 5-10% curieux à côté, quoi. Ouais. Et c'est sûr que dès qu'on va commencer à attaquer la grande partie, si jamais on arrive à faire cette première extension, là, oui, effectivement, il va falloir qu'on change un petit peu notre approche. C'est quoi l'investissement personnel le plus utile que tu aies fait? Ça peut être de l'argent, du temps, de l'énergie, au cours des 6 derniers mois. Un truc où tu t'es investi dedans et... je pense vraiment que c'est les 6 mois que j'ai passé avant de monter Tomorrow. Ouais. Alors ça, c'est une histoire un peu intéressante, mais moi, durant mes études, j'ai été fasciné, en fait, du côté de la gestion de la complexité, mais d'un point de vue mathématique. De comprendre l'évolution, quoi. Ouais. Et de comprendre pourquoi une chose comme la vie, aussi complexe qu'elle est, apparaît alors que, pour faire un peu simple, toutes les lois de l'entropie te disent normalement, quand tu laisses ta tasse d'eau chaude, elle va refroidir et puis toute la structure que tu vas avoir va disparaître. T'as ton café au lait, tu mets ton lait dedans, il y a plein de structures, il y a des formes magnifiques et hop, ça disparaît et ça devient juste une sorte de soupe moyenne, quoi. Ouais, pourquoi est-ce que nous on n'est pas une soupe moyenne, quoi. Exactement, la soupe. Et donc j'ai passé beaucoup de temps j'ai fait mon mémoire là-dessus à un moment donné. Et j'ai repris pendant les 6 mois après Snips un peu de temps pour réfléchir à ces problématiques-là. Et ce qui est très intéressant, c'est que là-dessus, j'ai lu tout ce qui était sur le climat à côté. Et en fait, les deux se recoupent assez bien parce que tu es en train de te dire, mais dans l'évolution des espèces, à un moment donné, il y a toujours eu une limite à un moment qui a été atteinte parce que, je sais pas, moi, les loups, ils mangent toutes les proies qu'il y a dans la forêt. Et à un moment donné, t'en as plus. Qu'est-ce que tu fais? Donc, un peu celui qui survit, c'est celui qui est capable de vivre quand même en symbiose avec son environnement. Ouais. Et donc, d'un point de vue, disons, ce qui nous arrive nous en tant qu'être humain en ce moment, c'est un peu ça. C'est que, on a mangé tout ce qu'il y avait. Et puis, comment est-ce qu'on va faire pour vivre mieux en symbiose avec notre environnement? Et donc, disons en termes de temps investi, passer tout ce temps à comprendre un petit peu comment l'évolution fonctionne m'a permis d'être très inspiré historiquement et dans le monde de la nature pour voir comment est-ce que on pourrait créer une société du futur qui puisse fonctionner correctement. Et c'est un petit peu comme ça qu'on a commencé Tomorrow, c'est de dire on est dans un système qui a des limites. Est-ce qu'on en est proche ou pas? Ça, c'est un peu dur à dire. En tout cas, en termes de carbone, on est très très proche des limites, quoi. Il y en a d'autres qui sont pas loin d'être atteintes. En fait, il y a un peu toutes les limites qui sont pas loin d'être atteintes. Ça, ouais. Donc, ce qu'il te faut, c'est que tu puisses quantifier ces limites correctement et puis vivre en conséquence, quoi. Ouais. Et donc, d'où un peu l'idée de quantifier les choses et puis ensuite les rendre disponibles, parce qu'on dit si déjà on peut les quantifier, c'est déjà un bon pas pour les prendre. C'est ça, mais ça te permet de prendre conscience. C'est le point de départ. Exactement. Sinon, t'es dans purement la fabulation et le sentiment et pas la logique. Exactement. Et tu peux dire même un système économique, disons, moi je dis pas que le capitalisme est problématique. Ce qui est problématique, c'est que on mette 0 coût à toutes les ressources qu'on prenne. En fait, tu vides la mer de tous ces poissons. Ton poisson, le pêcheur qui prend le poisson, il paye pas le poisson, quoi. Ouais. Donc c'est un peu ça le problème. Et donc c'est pareil avec le carbone, il y a une externalité qu'il faut quantifier. Donc c'est pour ça que pour faire simple, il te faut une taxe carbone, il faut une taxe sur les externalités de manière générale, quoi. Consumer centric carbon tax, ouais. C'est ça. Donc c'est exactement tout cet écart que j'ai fait pendant 6 mois, qui est un peu de réfléchir à ces choses-là. C'est un luxe que j'ai eu, et je suis très content d'avoir pu mettre de l'argent de côté, passer du temps là-dessus, et aussi d'avoir un métier qui me permet de pouvoir faire du freelance et de prendre ce genre de risque. Ouais. Pas tout le monde qui peut le faire, malheureusement. Mais c'est clairement un investissement qui a abouti directement à une création d'entreprise et un fil rouge, un fil directeur très très clair, qui te permet de dire, même quand je suis perdu le matin que je me lève et que je bosse tout seul sur mon projet, je sais que le truc que j'ai envie de faire, il est là-bas, tu vois. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est important. Mais c'est top, hein, parce que c'est vrai que, comme je te disais en off, j'ai l'habitude d'interviewer des directeurs produits. On parle de SaaS, on parle de B2B, on parle de B2C. Et quand je veux préparer ton interview, je me dis putain, mais ce mec-là, et cette équipe-là, il y a fondamentalement très peu de sujets qui peuvent être plus importants que ça, en fait. C'est ce que je dis aussi. C'est pour ça que je bosse dessus, hein, mais. Non, mais tu vois, j'entends parfaitement tes 6 mois de prise de recul et de prise de conscience de, OK, c'est quoi les sujets, les vraiment importants et jusqu'à quel point je peux aller pour contribuer à ça. Et, ma première réaction a été de me dire, je trouve ça absolument choquant qu'il n'y ait pas une prise de conscience et une
politique beaucoup plus importante que ça, en fait. Pourquoi c'est relégué à, tu vois, COP21, COP24, ok, super, mais pour moi, c'est une conférence de plus, tu vois. Bien sûr. J'ai l'impression que ce n'est pas le number one dans la priorité. Non, bah alors le problème c'est d'aucun gouvernement pour le coup. Bien sûr, mais alors le problème c'est que je pense que on a un peu ces débats en interne pour rigoler. On disait mais si on discutait avec les gens qui sont vraiment décisionnaires en gouvernement, est-ce que ils sont aveugles ou est-ce qu'ils savent et ils sont piégés? Et je sais pas. Mais ce que je veux dire c'est qu'en fait le vrai truc qui est compliqué avec le changement climatique, c'est que si tu veux vraiment attaquer ce sujet de manière sérieuse, en fait t'attaques quasiment instantanément pas forcément alors peut-être une décroissance, mais en tout cas, il faut mettre le sujet sur la table. Il faut dire, ce qui va se passer, c'est quand même que, tu vois, quand je dis l'énergie dans le monde, c'est 80% des carburants fossiles, le PIB mondial, il est complètement corrélé à la quantité d'énergie qu'on met dans le système, quoi. Ouais. Et donc, à ce niveau-là, t'es en train de dire, on va essayer d'enlever des carburants fossiles, il faut qu'on les remplace par quelque chose de mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que on avait quelque chose de mieux avant. On avait des bateaux qui utilisaient la puissance du vent pour avancer. Quand on a découvert le pétrole, c'est quand même ça qui nous a fait exploser en termes de développement. Ouais, exactement. Donc il faut qu'on puisse revenir là. Donc disons, en fait, toute notre société, vu qu'elle est basée sur un système de croissance, on a que des emprunts qui ont été faits de partout. Et si jamais un jour on dit non, mais en fait, ça nous va d'être un peu plus humble et de descendre, même si notre niveau de vie, on est capable de le gérer correctement. Ouais. Par contre, le jour où on dit on va plus rembourser personne, parce que la croissance, en fait, on va pas trop l'avoir. Voilà, ça commence à être problématique, quoi. Non, mais c'est ok. J'entends. Ouais. Enfin, c'est cet enjeu-là, et puis effectivement le côté de potentiellement être piégé, parce que la priorité, c'est le court terme, c'est la possibilité de donner un emploi, de permettre aux gens d'avoir un pouvoir d'achat, et donc d'entretenir la machine. Mais c'est comme si tu sautais de la falaise et que tu continues à courir vite, tu vois. Bien sûr, exactement. Ça n'a aucun sens. Donc si tu veux être plutôt constructif dans toute cette histoire, ce qu'il faut, c'est que tu puisses réfléchir à un système qui, disons, pragmatiquement émette pas de carbone, une société bas carbone, que tu gères une transition qui est vraiment de dire comment est-ce qu'on passe d'une société qui est basée exclusivement sur une hyper-croissance parce qu'on peut remettre du carburant fossile à quelque chose qui est un peu plus plat, voire qui va descendre un peu. Et quand tu réfléchis à ça, il faut absolument que tu abordes le problème de la redistribution des richesses. Exactement. Parce que une décroissance, si tu commences à mettre la société sous contrainte, ça fait que les gens qui ont des assets, ils vont les garder pour eux et puis ils vont même avoir plus de pouvoir, donc ils vont faire en sorte de s'en accaparer plus. Et c'est surtout ceux qui en ont moins qui vont en pâtir le plus et le plus vite, quoi. Donc la question de l'emploi, elle est essentielle. C'est de dire, tu fais un projet de transformation. Ce projet de transformation, il n'est pas neutre. Il faut du boulot. On a des gens qui veulent travailler, donc il faut juste entre guillemets, mais il faut faire en sorte de leur donner les moyens d'agir, quoi, d'avoir un boulot. Mais c'était un des, tu vois, la loi de transition énergétique, un des enjeux, c'était permet la création de 100 000 emplois à court terme, 75 000 dans le secteur et 200 000 emplois à l'horizon 2030. Donc ça rejoint ce côté de. C'est ça. Ça crée, oui, ça en détruit, mais ça en crée des nouveaux. C'est ça, mais il faut absolument, il faut plus, quoi. C'est pas. Ouais, bien sûr. C'est vraiment mais ça doit être un effort concerté à l'échelle mondiale. Tu peux pas te retrouver en autarcie dans ton pays. Alors ça, c'est un autre sujet effectivement qui est assez compliqué, c'est que le jour où tu dis la France elle est prête pour faire une vraie transition. Exactement. Si jamais tu perds en compétitivité par rapport aux voisins, t'as un problème. Et vu que le système il est tellement interconnecté et tellement globalisé en ce moment, c'est comment est-ce que tu fais pour reprendre de la souveraineté tout en ne te tirant pas trop une balle dans le pied et en continuant à survivre, quoi. Et donc t'as des pays qui sont pas trop mal placés comme la France, qui sont quand même relativement puissants, indépendants, etc., qui seraient capables de le faire. Et donc ce que Monsieur le Président voulait faire quand il annonçait tellement de bonnes choses sur le changement climatique au début de son mandat, on se disait un peu, il y a peut-être des choses qui ont changé, et peut-être que la France peut être le leader justement de faire cette transition où tu crées de l'emploi, tu dis on y va vraiment à fond, et puis c'est un projet de société. Alors que là, c'est un peu plus du rafistolage. Exactement, où on dit on est vert, mais bon, on continue un peu dans la même chose, quoi. Les émissions de carbone, je crois, en France, elles ont continué à augmenter de toute façon. Donc on n'a pas de, je veux dire, on n'est pas du tout sur la bonne trajectoire, quoi. Non. Alors qu'on a l'impression. Quand tu lis les journaux et tout ça, tu vois souvent des bonnes nouvelles annoncées. Alors des fois, en ce moment avec la COP, il y en a plutôt des mauvaises, mais quand tu vois des bonnes nouvelles, tu dis bon, il n'y a pas de souci. Par contre, quand tu vas sur Ecristimap et que tu cliques sur l'Allemagne, tu comprends que l'Europe elle est pas du tout dans la bonne direction quand tu vois la quantité de charbon qu'ils ont, quoi. Mais le sachant, parce que t'as cette espèce d'acuité, je te parle de toi là pour le coup, t'as cette acuité d'un niveau macro, des imbrications que ça a au niveau macro.
Comment tu arrives à garder, c'est un peu le côté idéaliste dont tu parlais au début, comment tu arrives à garder cette foi en, à mon niveau, je peux quand même essayer c'est quoi? C'est juste même si ça te pète la gueule, j'aurais quand même essayé d'œuvrer pour? C'est quoi? Ouais, alors ça, c'est le pire, c'est le worst case, mais c'est vrai. Non, mais j'avoue que c'est pas facile. En général, il y a un peu durant ces 6 mois, quand tu prends un peu conscience des choses. Tu peux facilement te dire. Tu prends un peu un mur à un moment donné, tu fais, mais attendez, on court à notre perte, quoi, en gros. Et tu dis, mais je ne peux rien faire, c'est pas moi qui vais changer quelque chose, quoi. Ouais. Et puis après, il y a quand même, moi, personnellement, j'ai une petite lueur d'espoir qui est celle que j'utilise tous les jours. Qui est sur l'utilisation des technologies digitales, parce que t'en as plein qui servent à rien. Mais je veux dire, c'est par exemple, pas pour cracher sur Instagram, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple Instagram va pas régler le problème du changement climatique. Exactement. Par contre, t'as des éléments qui sont assez intéressants sur le fait que tu puisses construire quelque chose d'informationnel, éducatif, très 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 scalable, qui joue en plus sur les aspects sociaux, qui fait que c'est pas impossible que tu puisses avoir un mouvement comme ça. Global, ou en tout cas de grande échelle, qui permettent aux gens de prendre massivement conscience des choses et derrière de vraiment donner un coup de poing dans le système. C'est un peu les événements, les Black Swan, genre un peu ces événements très 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 rares qui bousculent tout et que personne n'avait prévu. Ouais. Et disons, t'en as... Il y a cette prise de conscience. Hein. Il y a cette prise de conscience qui commence. Le problème, c'est un peu... En même temps, t'as un peu une poussée du nationalisme de manière générale à côté. Exactement. Donc la question, c'est est-ce que tu peux créer un événement rare qui soit plutôt du côté constructif que du côté nationaliste protectionniste Ouais, sans que ce soit constructif et que ce soit plutôt envers des minorités, etc. Tu vois, donc il y a un peu ça... Mais donc ta petite lueur, c'est la capacité à utiliser effectivement ces technologies digitales au service d'une ambition et d'un projet. Exactement. Et même pour être encore plus concret, tu regardes par exemple le problème de savoir quelle est l'empreinte carbone de choses de manière générale, de le mettre dans la comptabilité des entreprises. C'est pas un problème qui est techniquement dur. C'est-à-dire que l'information, elle est là de manière déstructurée. Si tu dis toutes les entreprises, elles devraient faire leur bilan carbone, elles ont toutes tous leurs reçus, ils sont là. Donc, le problème, c'est que les flux monétaires sont pas forcément représentatifs des émissions de carbone, parce qu'un billet de train ou un billet d'avion, c'est complètement différent en carbone. Par contre, si tu peux scanner tous ces reçus, comprendre que c'est un billet d'avion, et du coup mettre l'empreinte et ensuite faire la comptabilité carbone d'une entreprise, ça c'est une opportunité géniale pour appliquer du machine learning sur un sujet qui est ultra concret, business. Exactement. Ouais. Et donc c'est là où tu peux dire, mais en fait, il y a quasiment quelques personnes dans un garage qui sont capables de faire une techno qui puisse exploser. Tout le monde utilise Gmail, pourquoi tout le monde n'utiliserait pas un logiciel de comptabilité carbone qui soit ultra scalable, qui te fasse automatiquement ta compta. Et donc nous, c'est un peu notre vision un peu long terme, mais on se dit si l'appli elle marche bien, que les entreprises commencent à utiliser un peu les informations de leurs employés en bottom-up, et derrière, hop, on rentre et puis on est capable de faire le reste, quoi. Ah, c'est top ça. Donc c'est un peu un hijacking des entreprises du bas, mais oui, mais en même temps, c'est ce qu'il faut. Enfin, ce sont les acteurs économiques et sociaux, quoi. C'est eux qui tout passe par là, quoi. C'est ça. Donc la scalabilité du digital, c'est vraiment quelque chose que je pense peut être un espoir sur une prise de conscience à grande échelle et un changement de comportement à grande échelle aussi, quoi. Top. C'est quoi les next steps là pour toi au cours des 6 mois de l'année qui vient? Alors nous, c'est surtout lancer une application. Donc là, on est en bêta. Il faut encore qu'on intègre un peu plus de sources de données pour qu'elle soit complète. Combien de temps à peu près, tu penses? Je pense premier quarter, donc quelques mois, je pense 3-4 mois. Ça dépend un petit peu de notre, à quel point on va aller vite sur le sujet. Faut qu'on arrive à recruter quelques personnes. On a de la chance d'avoir un peu le vent en poupe côté business, donc on est capable de prendre un petit peu des risques et d'avoir des personnes en plus avec nous. Il va y avoir une question qui va se poser un petit peu de si jamais l'appli montre des premiers signes, etc. Est-ce que oui ou non, on ose faire une levée de fonds? J'allais te demander, je l'avais en tête depuis tout à l'heure. Voilà. Parfait. Ça a été important pour nous de rester complètement indépendant jusqu'à maintenant parce qu'on est sur un sujet qui est tellement incertain qu'il faut surtout pas qu'on ait quelqu'un qui dise Electricity Map c'est cool, il y a des gens qui regardent, on met de l'argent et puis on verra. Et puis au bout de 2 ans ils disent mais il nous faut un retour, mettez de la pub ou Parce que nous, on a vraiment, c'est même mépris dans les statuts de la boîte que il faut qu'on gagne de l'argent pour avoir l'impact qu'on veut, mais pas pour les actionnaires. Exactement. Donc ça, c'est très important pour nous. Donc peut-être une levée de fonds, mais ça dépendra vraiment de si jamais on est capable d'avoir un produit qui a les premières preuves et un business model derrière qui est relativement prouvé pour que derrière on dise aux investisseurs, c'est comme ça qu'on gagnera de l'argent. Et ça s'aligne. Si vous êtes chaud, on part. Ça servira à l'acquisition, au marketing, à tout ce que tu veux, juste pour alimenter la machine. Exactement. Donc si notre business model c'est
d'aider les entreprises à faire de la compensation et de faire leur bilan carbone, et bah c'est génial parce que c'est exactement ça qu'on a envie de pousser dans le monde. Et donc en fait le côté impact et le côté business s'alignent. Mais il faut pas qu'on fasse de compromis là-dessus, quoi. D'accord. Pour terminer, est-ce que j'aime bien cette question-là, bon elle est un peu en décalage. Est-ce que tu as un tic, quelque chose d'un peu inhabituel que tu fais ou que les gens autour de toi remarquent que tu as? Non, je pense qu'il faut demander aux gens, mais non, je sais pas, c'est une bonne question. Un petit truc. Alors, j'ai des défauts comme tout le monde, mais cite-moi un. Qu'est-ce que tu penses que t'as? Je veux avoir beaucoup de contrôle. Ça c'est. Ouais. Je veux toujours tout contrôler, et si jamais les choses se passent pas assez vite, je le prends, je le fais, et ça énerve les gens, ce que je comprends. Mais j'aime beaucoup faire ça. Non, okay. Le truc c'est que c'est peut-être aussi, là pour le coup c'est peut-être ça s'apparente un peu au tic, au défaut. C'est que quand tu commences à voir le monde à travers des chiffres, il y a un vrai danger, c'est que tu perds un peu les émotions autour des choses. Et donc très vite, mais c'est un peu le biais ou le problème du data scientist de manière générale, c'est que tu commences à avoir des distributions, des moyennes et des médianes, et en fait t'oublies qu'il y a des gens derrière et qu'il y a des vraies choses qui se passent, et que typiquement avoir un outlier ou quelqu'un qui puisse que t'ignores, potentiellement, c'est peut-être la seule chose que t'aurais pas dû faire, c'était ignorer cette personne ou ignorer ce point qui est en marge de la distribution, parce que c'est lui qui compte, quoi. Et donc ça, c'est vraiment un truc dont j'essaye de me battre contre, c'est de faire en sorte que tu vois vraiment les petites choses au quotidien. Et donc ça va un peu en opposition à ce qu'on disait tout à l'heure, où j'essaye de pas éduquer exactement les personnes, tu vois, en confrontation, mais plutôt chercher à la grande échelle. Ça, c'est typiquement l'approche un peu statistique qui dit ce qui compte c'est la masse, je fais quelque chose pour la masse, et en fait non, pas toujours, quoi. Ok, c'est top. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, c'est tout pour la French Touch. Alors, avant de vous quitter, quelques petites choses. D'abord, encore merci à notre invité pour son temps et pour son retour d'expérience. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver toutes les références, les outils, les personnes qui sont citées dans l'épisode. Pour cela, il vous suffit d'aller directement sur le descriptif du podcast, sur l'appli de votre choix, vous cliquez dessus et vous serez redirigé directement sur le site lafrenchtouch.fm. Si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, pour me proposer de nouveaux invités ou juste me faire un feedback, vous pouvez le faire directement sur Twitter. Le pseudo, c'est @lafrenchtouchfm, tout attaché. Alors, je veux prendre un peu de temps aussi pour vraiment vous remercier d'avoir écouté jusqu'ici d'abord. J'espère surtout que l'épisode vous a plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas, vous pouvez me le dire en mettant un petit commentaire ou une note 5 étoiles sur iTunes de préférence. Ça me motive beaucoup et surtout ça aide à faire connaître le podcast. Voilà, merci pour tout et à très vite pour un nouvel épisode de La French Touch.